Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag, le mot dièse, kiosque. Voici tout de suite le sommaire. La MONUSCO est-elle indispensable ? Dans l'Est de la RDC, les habitants dénoncent l'inaction des casques bleus face au massacre attribué à la rébellion ADF, ralliée au groupe État islamique. S'agit-il d'un nouveau front du djihadisme ? Cette insécurité est-elle instrumentalisée ? Et dans ce contexte, comment contenir l'épidémie d'Ebola ? Pourquoi la promesse d'un référendum pour remplacer la Constitution n'a-t-elle pas suffi à calmer la colère des Chiliens ? Laboratoire de l'ultralibéralisme, le Chili en incarne-t-il aujourd'hui l'échec ? Les mouvements de protestation se multiplient en Amérique latine. Y a-t-il une grille de lecture continentale ? Comment les protéger ? C'était lundi la 4e journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La France annonce un plan. Les mesures sont-elles convaincantes ? L'Espagne est-il l'exemple à suivre ? Et comment changer les mentalités ? Voici les thèmes. On en parle avec nos kiosqueurs et nos kiosqueurs du jour. Les voici tout de suite. Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde, auparavant responsable du service Afrique de l'hebdomadaire français Courrier International. Colette Brackman, responsable de l'actualité africaine au quotidien belge Le Soir. On vous doit avec Thierry Michel le documentaire L'homme qui répare les femmes, un portrait du prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Vous signez Kinshasa aller-retour aux éditions Nevikata. Vous tenez aussi un blog sur le site du Soir, le carnet de Colette Brackman consacré à l'Afrique centrale. Ana Navarro Pedro, correspondante à Paris de l'hebdomadaire généraliste portugais Visao. Et enfin Jean Stern, journaliste indépendant, collaborateur de La Chronique, le mensuel d'Amnesty International et du site d'information Orient 21, consacré au monde arabe et au Proche-Orient. Merci à vous quatre d'être venus débattre dans Kiosque. Soyez les bienvenus. Que se passe-t-il dans l'Est de la République démocratique du Congo, théâtre de massacres à répétition ? Pendant un mois, l'armée a mené seule une offensive contre l'ADF. En représailles, les rebelles ont plusieurs fois attaqué des civils, faisant des dizaines de morts au cours des dernières semaines. Pour les habitants de la région, la coupe est pleine. La mairie de Béni en flammes, des habitants en colère qui vandalisent une base des Nations Unies et la réponse des forces de sécurité congolaises, des tirs de sommation à balles réelles. Béni est sous extrême tension. Béni qui a été une nouvelle fois la cible d'un massacre attribué aux rebelles présumés des ADF. Dimanche, pendant la nuit, des hommes armés ont pénétré dans le quartier de Maziani. 8 civils ont trouvé la mort. Pour les manifestants, l'impuissance de la MONUSCO est en cause. La MONUSCO a oublié sa mission, ses prérogatives pour lesquelles elle est venue au Congo. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est inacceptable qu'on continue à tuer les civils sous les regards impuissants de la MONUSCO. On dirait qu'ils n'ont pas de moyens. C'est pourquoi nous nous sommes concertés et réunis comme un seul homme pour exiger le départ de la MONUSCO immédiatement. Et leur colère est contagieuse. À Goma, quartier de Majengo, des barricades barrent la chaussée, jets de pierre contre tirs de gaz lacrymogène. La police sur les dents procède à quelques arrestations. Goma, touchée elle aussi par la violence, se montre solidaire de Béni et l'a ciblé la même. Non au massacre de Béni parce que les gens sont en train d'être massacrés à la machette, à la présence de FARDC, à la présence de la MONUSCO, à la présence des policiers qui sont là. Nous disons, vraiment nous demandons à la MONUSCO d'utiliser leurs moyens possibles de ce qui est de sécuriser la population. Et si la MONUSCO ne saura pas sécuriser la population, elle n'a qu'à dégager. Depuis près d'un mois, les incursions des présumés rebelles ADF se multiplient en réaction aux opérations des forces de sécurité congolaises contre leur base. Mais les civils en payent le prix fort et la psychose s'installe. Les casques bleus sont-ils inefficaces et inutiles, comme le pense la population, Colette ? Je crois qu'ils sont certainement nécessaires, mais ils sont gravement en deçà de la mission qui leur est confiée, qui est de protéger les gens. Et ensuite, ils font aussi l'objet de graves suspicions, parfois de complicité avec les rebelles, d'inefficience, de trafic et aussi d'implantation de certaines, d'une extension de l'islam en finançant la construction de mosquées, etc. Donc il y a eu un déficit total de confiance de la population à leur égard, mais il demeure tout de même indispensable. Alors, les casques bleus ont mandat de protéger la population. Le Conseil de sécurité, vous venez de le dire, mais le Conseil de sécurité de l'ONU l'a rappelé encore cette semaine. Pourquoi ces massacres sous leurs yeux ? Comment on explique qu'ils laissent faire ?
Mais l'argument, c'est qu'ils sont soumis à l'autorité congolaise, qui doivent travailler en collaboration avec l'armée. Et l'armée, dans un premier temps, veut opérer seule. Or, le déficit de confiance s'étend à la MONUSCO, qui est choisi comme le bouc émissaire. Mais ce serait une mauvaise chose que la MONUSCO s'en aille. Parce qu'alors là, les groupes armés et les troupes, les militaires eux-mêmes pourraient opérer sans témoins. Or, ils sont eux aussi l'objet de graves suspicions. L'armée n'est pas homogène. L'armée, il y a des unités qui sont, disons, loyalistes et qui font leur travail, mais il y en a d'autres qui sont issus d'anciens groupes rebelles, qui ont des accointances avec des milieux mafieux, des accointances avec l'Ouganda et le Rwanda, qui ont des intérêts économiques et géopolitiques dans la région, et donc qui ne jouent pas le jeu non plus. Donc ils sont l'objet de graves suspicions, et la population, paniquée, se méfie de tout le monde, jusqu'à attaquer les équipes de riposte à Ebola, dont les véhicules sont incendiés. La nuit dernière, encore 4 d'entre eux ont été massacrés. Donc la défiance est totale, y compris à l'égard du corps médical. Ça fera 20 ans, jour pour jour, demain, que la MONUSCO est installée en RDC. Quel bilan on peut en faire, Ousmane ? Enfin, un bilan assez faible finalement, parce que la mission était d'assurer la sécurité de la population. On le voit clairement que c'est pas assuré. 104 morts en 3 semaines, c'est beaucoup, 104 morts civiles. Et ça pose un problème de fond, c'est-à-dire est-ce que c'est aux forces exogènes d'assurer la sécurité d'un territoire qui appartient à la République démocratique du Congo? Je pense que toutes ces missions des Nations Unies, la MONUSCO, en fait, toutes ces missions des Nations Unies arrivent, à mon avis, il faudra les repenser, le reconfigurer, parce que je trouve qu'il est compliqué pour une force étrangère, même de l'ONU, composée de plusieurs armées, d'assurer une mission régalienne, c'est-à-dire la première mission appartient à l'État du Congo de protéger ses citoyens. Et tant que en fait, ça peut être une solution intermédiaire, ça peut être une solution provisoire pour parer au plus urgent, mais sur 20 ans, on ne peut pas demander à une force externe d'assurer la sécurité de la population. Ça pose un problème qui est très important, qui est sur le long terme et qui risque aussi malheureusement de se poser au Sahel, où les forces des Nations Unies font face au même type de défiance. Il est assez caractéristique et assez important de voir que les populations ont tellement perdu confiance en leur État qu'ils ne manifestent même pas contre l'armée congolaise. Ils manifestent contre la force de l'ONU. Et c'est ça un des nœuds du problème, d'autant plus que, à mon avis, le nouveau chef d'État élu, Félix Tshisekedi, a commis une erreur. C'est-à-dire la légitimité de l'État congolais était très faible à l'Est. Il s'est fait élire quand même sur la base d'une promesse électorale, transférer la capitale du pays à l'Est, à Béni, tant que la paix ne sera pas revenue. Et il ne tient pas sa promesse. L'État a assez de légitimité. Et donc, du coup, je pense que, quelque part, tout le monde trouve le bouc émissaire idéal, parce que la MONUSCO ne peut pas se défendre, c'est l'ONU. Mais la MONUSCO, quand même, elle a été... Alors, vous dites le bilan est faible, mais enfin, elle a quand même repoussé le M23, elle lutte contre le... Denis Mukwege, cette semaine que vous connaissiez bien, le prix Nobel de la paix, disait qu'il faudrait une intervention extérieure. Oui, c'est ce que il en appelle aux Européens. Est-ce que c'est une solution? Voilà, c'est ce que les gens disent. Tout le monde se souvient à Béni de l'opération Artemis, mais qui était menée à Béni uniquement par l'armée française contre un groupe rebelle bien déterminé qui était soutenu par le Rwanda. Donc c'était une opération limitée dans le temps et dans l'espace et qui s'est avérée extrêmement efficace, menée par une armée d'élite, mais qui s'est retirée après. Et donc reproduire ce modèle à l'échelle de l'Est, de tout l'Est du Congo, c'est difficile sur le plan logistique. Politiquement, c'est très compliqué parce que ça va susciter la méfiance absolue des pays voisins, le Rwanda en premier lieu, et troisièmement, est-ce que la France est prête à le faire? Et je crois que c'est l'armée nationale qui doit d'abord faire ce travail, mais cette armée n'est pas fiable, elle est infiltrée et elle doit faire un travail de nettoyage interne pour disposer dans l'Est des unités fiables et crédibles, ce qui n'est pas le cas. L'idée avait été évoquée aussi de faire une opération conjointe avec les pays voisins, etc. L'idée avait fait polémique. Est-ce que ça n'est pas une solution? Oui, ça peut être une solution. De toute façon, les Nations Unies, encore une fois, même si à supposer que la MONUSCO veuille faire la guerre à l'Est et nettoyer l'Est, il ne faut pas oublier quand même, on va se heurter à un problème politique. C'est-à-dire on a la Chine et la Russie au Conseil de sécurité qui vont opposer leur droit de veto. C'est-à-dire même pour faire le minimum de mission de la MONUSCO, qui est une mission assez spécifique, on a dû
quand même contourner. Parce que fondamentalement, le rôle d'une mission des Nations Unies, des casques bleus, c'est pas de faire la guerre. Et là, on veut demander à une mission qui est configurée comme une mission de stabilisation politique, on veut tout de suite, ici et maintenant, le transformer en une armée qui fait la guerre. Or, c'est pas aussi simple et je pense que c'est même pas possible dans le cadre de l'ONU. Colette et ensuite Anna. On n'en parle jamais, mais il y a les intérêts économiques sous-jacents, les alliances économiques. Au sein de l'armée congolaise, il y a des alliances avec des opérateurs économiques locaux. Il y a les intérêts économiques des pays voisins et les ressources. Ce sont des réserves d'or. En Ouganda, on a ouvert la plus grande usine, la plus grande raffinerie d'or du continent, avec l'or qui vient de l'Ituri. Le Rwanda pompe le coltan. Et on a découvert, malédiction ou bénédiction, d'immenses réserves de pétrole, 5 blocs de pétrole, dont des multinationales, dont Total, qui désirent avoir des permis d'exploitation. Tous ces gens ont des accords locaux avec des politiciens, des militaires, des mafieux et des groupes armés. Anna, vous voulez réagir? Le secrétaire général de l'ONU a nommé un envoyé spécial, son envoyé spécial. Et cette fois-ci, c'est un diplomate chinois. Et apparemment, il a réussi en très peu de temps à faire aboutir des rencontres entre les présidents de l'Ouganda et du Congo, et du Rwanda un petit peu aussi mêlé. Et apparemment, à faire avancer l'idée d'une intervention militaire conjointe des pays. Reste à voir après si ça sort du papier vers la pratique. Mais effectivement, on peut se demander, on sait que la Chine veut avoir un rôle beaucoup plus important et dans cette région, au sein des Nations Unies, et commencer par cette région comme ils ont pu le faire actuellement, puisqu'ils sont le deuxième payeur des Nations Unies derrière les États-Unis actuellement. Mais on se demande si, dans cette convergence d'intérêts ou dans cette divergence d'intérêts là-bas, quels sont ceux de la Chine spécifiquement. Ce diplomate, M. Wang, dit « Je ne parle plus au nom de la Chine, je parle au nom de l'ONU ». Certes, la Chine est quand même l'un des premiers, sinon le premier utilisateur du coltan, par exemple, intéressé par l'or aussi. Le Rwanda, première usine de coltan au Rwanda, établi par des Américains, des intérêts américains derrière tous les minéraux, les trafiquants d'armes qui peuvent circuler facilement dans cette forêt immense. On pense aussi que les interventions, on pense au moins au Portugal, que les interventions à Beni, par exemple, et dans des villes, sont faites pour sortir l'armée congolaise de la forêt où elle avait pu avoir certaines victoires tactiques et pour les faire abandonner ses positions et en allant dans les villes derrière les attaquants. Donc, franchement, pour une fois, je pense que ça va être très, très difficile de trouver une solution dans un pays avec un si faible pouvoir politique et de tels gros intérêts divergents. C'est vraiment une région du monde qui aiguise tous les appétits au détriment de la population. C'est vraiment un exemple spécifique, concret, parlant. Oui, c'est un exemple très parlant parce que c'est quand même un très grand pays, pas loin de 100 millions d'habitants. C'est un pays qui est en forte croissance économique, par ailleurs, il faut regarder ça aussi. C'est-à-dire que c'est un pays qui, théoriquement, devrait être dans une phase de stabilisation et de consolidation. Et au contraire, on a un État, on a un pays, on a un régime qui, par avolo, soumis à la pression économique des différents acteurs régionaux et économiques, à l'appétit, il faut le dire, pour les minerais qu'on trouve dans cette région, et soumis aussi à une déliquescence de l'État qui est absolue. L'affaire du virus Ebola est quand même terrible, de la remontée de l'épidémie, l'épidémie de rougeole également, qui a fait plus de 5000 morts depuis un an. Et enfin, depuis juin même. En 6 mois même. En 6 mois, mais très, 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 très rapidement. Et puis cette force, qui est quand même une force de 16 000 personnes, c'est pas rien, et qui est totalement impuissante, parce qu'au fond, ça pose au-delà la question du mandat de toutes ces missions de l'ONU, de toutes ces missions internationales à travers le monde, qui a besoin aujourd'hui de retrouver un cadre, parce que vous l'avez dit très justement, au Conseil de sécurité des Nations Unies, aujourd'hui, il n'y a pas d'accord sur le cadre et sur la portée des missions des soldats onusiens dans le monde. Alors, ces massacres dans la région de Beni sont imputés au groupe armé des Forces démocratiques alliées, ADF, pour son acronyme en anglais. Originaire d'Ouganda, la rébellion est présente au Congo depuis 25 ans. L'ADF a fait allégeance au groupe État islamique. Voilà, il y a des liens. Est-ce que, c'est la question que je posais tout à l'heure dans les titres, est-ce que c'est un nouveau front du djihadisme qui est en train de s'ouvrir aussi
dans cette région? Mais en partie parce quand il y a eu des attaques djihadistes au Mozambique, certains des combattants qui avaient été arrêtés ont dit qu'ils avaient été formés dans le parc des Virunga, dans des bases islamiques, donc dans cette immense forêt, dans cette région énorme où il y avait des lieux inaccessibles, où il y avait eu des bases de formation. Donc je crois que c'est vrai, mais qu'il n'y a pas que cela. Il y a aussi le fait que depuis 25 ans, ces groupes musulmans islamistes en relation avec les Chebabs somaliens, avec des groupes du Kenya, ont aussi fait des alliances locales, alliances sur base matrimoniale, mais surtout de business, d'exploitation de l'or, d'exploitation du bois, des multiples richesses. Et donc tout ça est absolument entrelacé et les politiciens locaux de l'Ituri ne sont pas les derniers à avoir des liens ambigus avec ces groupes présentés comme islamistes. Donc c'est un écheveau extrêmement Mais complexe. un nouveau front du djihadisme, vous pensez ? Moi, je pense que l'Est de l'Afrique est certainement un front du djihadisme et le Congo, les forêts de l'Ituri peuvent être une base arrière inaccessible à toutes les armées du monde, y compris l'ONU d'ailleurs. Anna? Lors de ces attaques au Mozambique et aussi à Beni, je crois, à la même époque, au moins au Kivu, juillet de cette année. Et effectivement, on a vu aussi des attaques au Sri Lanka. Et on a vu qu'à ce moment-là, l'État islamique qui perdait du terrain, perdait son territoire au Moyen-Orient, en Syrie, disait qu'effectivement, ils vont ouvrir des provinces dans plusieurs pays du monde, au Sri Lanka, aux Philippines, en Asie, dans la Corne d'Afrique, en Asie de l'Est, et puis en Afrique de l'Est, et puis en Afrique centrale aussi. Et donc, effectivement, elle agit comme une plateforme, plutôt un peu comme Amazon ou Facebook, mais plutôt comme une plateforme qui réunit ces groupes. Mais ils ont une politique de filtrage et de vérification, ce que les Anglais appellent vetting, de ces groupes qui leur font allégeance, et donc effectivement assez sérieuse. Et donc, apparemment, pour l'instant, les financements n'ont pas suivi, notamment vers l'ADR, AFT en France, ADR. Et mais il faut s'attendre effectivement qu'ils ne lâchent pas cette région du monde. Des gens manipulent la souffrance des populations, a déclaré sans autre précision la chef de la MONUSCO, Leila Zerougui, après le Conseil de sécurité de l'ONU. Elle fait référence à qui, Ousmane ? Enfin, certainement toute cette kyrielle de groupes armés qui vit de cette guerre. Il y a une économie de la guerre qui s'est installée dans l'Est du Congo. C'est très important de le comprendre depuis 20 ans. Il y a une bonne partie des élites locales vivent de la guerre. Sur la question du djihadisme, je pense qu'évidemment, il y a un front qui est en train de s'ouvrir. Il y a une excellente enquête du groupe d'études sur le Congo qui est basée sur les débriefings d'anciens combattants des ADF NALU, où on voit clairement, par opportunisme tactique, il y a une alliance. De toute façon, la stratégie du djihadisme en Afrique s'est reproduite, on l'a vu avec le Sahel, c'est dans les régions où il y a une forte instabilité, où l'État est faible, où il y a des groupes armés existants, que le djihadisme s'est greffé. L'exemple du Mali est typique, c'est-à-dire on avait une rébellion touareg depuis 60, et c'est sur les décombres de cette rébellion touareg irrédentiste que s'est fait AQMI au Maghreb. Et je pense que le même processus a de fortes chances de réussir dans l'Est du Congo. C'est la même chose que dans le nord du Nigeria, on est dans les mêmes conditions, alliance locale, et puis où il y a quand même la forêt de Virunga qui réunit toutes les conditions d'une guérilla djihadiste, comme ça l'a été la forêt de Sambisa pour Boko Haram au Nigeria. Je reviens à ces mots de Leila Zerougui. Est-ce que l'instabilité dans l'Est de la RDC est instrumentalisée par qui et pourquoi ? Mais elle est instrumentalisée aussi par des politiciens locaux, parce qu'il n'y a pas encore de légitimité suffisante de l'État congolais. Et tout politicien qui veut se tailler une place au pouvoir alimente des groupes armés, commettent des massacres, et ça lui donne une sorte de légitimité. La clé du pouvoir, c'est la violence. Vous commettez des crimes et vous pouvez négocier après et vous trouvez un poste de ministre national ou régional. Donc il y a une absence de légitimité du pouvoir politique qui est un peu qui ronge l'ensemble du système. Donc c'est là qu'il faut agir. Le président actuel, Félix Tshisekedi, essaye de rétablir cette légitimité, mais il est extrêmement faible.
il est menacé. C'est un pouvoir de coalition. La suspicion existe au cœur même du pouvoir, où tout le monde est soupçonné d'alliances diverses et occultes. Et donc le problème, il est là. Et là, je pense que l'ONU ne peut rien y faire, MONUSCO ou pas MONUSCO. Elle est défaillante, mais c'est avant tout le pouvoir central qui l'est. Est-ce que ça fait le lit des nostalgiques de Joseph Kabila, le prédécesseur de Félix Tshisekedi? C'est ce qu'on soupçonne Kabila d'entretenir cela pour qu'il y ait une nostalgie. Mais on n'en est vraiment pas encore là. Au contraire, on est plutôt dans la suspicion où ce sont des généraux qui avant étaient des alliés politiques et militaires de Joseph Kabila qui sont effectivement en poste dans les postes de commande aujourd'hui dans l'Ituri et qui sont soupçonnés, et je pense avec raison, de ne pas vouloir vraiment régler le problème. Et donc les forces armées sont minées elles aussi. Les offensives militaires ont des trahisons, souffrent de trahisons internes. Ousmane, d'un mot? Ce serait quand même compliqué que ça profite à l'ancien président Joseph Kabila. Il est quand même le principal responsable de cette situation. Il a échoué à pacifier l'Est. Et puis l'armée dans sa configuration actuelle, c'est l'armée sous Joseph Kabila. Le nouveau président n'a pas eu encore les moyens de réformer, en tout cas de faire la moindre nomination au sein de l'armée, parce que Joseph Kabila a encore la réalité du pouvoir, notamment au Parlement. On va conclure sur l'épidémie d'Ebola que vous évoquiez tout à l'heure, celle de rougeole aussi. Dans ce contexte, comment lutter? Il y a un risque de crise sanitaire sérieux? Il y a un risque de crise sanitaire très sérieux, il y a un risque d'extension de cette crise sanitaire, et il y a surtout, ce qui est un peu dramatique, une absence totale, et là on rejoint ce qu'ont dit mes collègues sur le rôle de l'État, une absence totale de prévention sanitaire pour préserver la population de ces épidémies mortelles aujourd'hui. Évidemment, la République démocratique du Congo, on en parle à TV5 Monde, on suit ça et je renvoie au Journal Afrique que vous dirigez notamment, Ousmane.